Et si on consommait autrement, pour nous, pour notre santé, pour favoriser l'économie en circuit court, pour favoriser aussi l'économie locale, super, mais combien ça coûte? On a l'ambition de changer de modèle de production pour changer nos consommations en privilégiant ces circuits courts, en ne mangeant que du bio dans les cantines. Jean-Luc Mélenchon, c'est mieux quinoa, ça lui va très bien, il est en pleine forme. Quels sont les leviers pour activer ces changements nécessaires? Romain, Anne, je vous laisse répondre à ce début de question. Oui, ce changement est tout à fait nécessaire puisque le modèle agricole aujourd'hui est dans une véritable impasse. C'est une impasse alimentaire tout d'abord puisque 6 millions de nos compatriotes sont dans la précarité alimentaire. C'est aussi une impasse technique parce qu'on le voit déjà, les rendements de l'agriculture productiviste stagnent, voire baissent, ce qui nous met au défi de nourrir l'humanité demain d'autres manières. Une impasse environnementale ensuite puisque cette agriculture pollue l'eau, l'air, le sol, participe grandement au changement climatique et met en danger la santé des agriculteurs qui utilisent ces pesticides. Et puis enfin, l'urgence sociale est gigantesque aussi dans le milieu agricole, puisque ce modèle épuise aussi les paysannes et les paysans. Qu'est-ce que tu veux dire Un suicide, Charlotte, tous les 2 jours dans la population agricole. Si on prend la population masculine, c'est 20% de plus que sur la population masculine totale en France. C'est considérable. Et donc ce n'est pas seulement des dégâts écologiques, c'est des dégâts humains massifs. Des dégâts humains incroyables. Et ceci est dû aux conditions de travail des agriculteurs, puisque à agrandir les fermes sans cesse, on le voit, plus de la moitié des fermes ont disparu en 20 ans. Et donc ça veut dire que les fermes sont agrandies et il y a de moins en moins de paysans pour les faire tourner. Mais ça me rappelle juste, c'est une incise, mais ce que tu disais sur le progrès humain, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est humaniser la vie, en fait, dans laquelle nous sommes, et y compris la vie agricole et la manière dont les gens produisent de quoi nous nourrir, quoi. Et puis, ces conditions de travail déplorables, elles sont aussi dues à une mauvaise répartition des aides, puisque 20% d'exploitations concentraient 80% des aides en 2014. Et puis, le chiffre, moi, qui m'effraie, c'est qu'un tiers des agriculteurs en 2015, vivaient avec moins de 354 € par mois. On est vraiment très loin du seuil de pauvreté. Très loin du seuil de pauvreté. Encore, Et ne parlons pas des retraites, puisqu'elles sont extrêmement faibles. Et donc, il convient immédiatement d'inverser cette tendance et de mettre en place notre projet, qui est finalement un nouveau pacte entre les agriculteurs et la société. Puisque les consommateurs ont intérêt à ce qu'il y ait des paysannes et des paysans nombreux pour produire une alimentation de qualité. Et dans le même temps, les paysannes et les paysans ont intérêt à ce que les consommateurs puissent, grâce à une digne rémunération, acheter ces produits de qualité. Et donc notre projet embrasse ces deux aspects, productifs, agricoles et alimentaires. Et nous proposons un plan de transition vers une agriculture paysanne et écologique sur 10 ans pour émanciper l'agriculture de l'agro-industrie. D'accord, donc ce que tu dis, c'est que non seulement on va produire mieux, mais on va aussi consommer mieux. C'est-à-dire c'est un cercle vertueux. C'est encore un cercle vertueux. Encore un, oui, puisque finalement une production nouvelle, autre, entraîne des consommations autres, et des consommations autres entraînent une production autre. Tout à fait. Ouais, et par exemple, en réduisant notre consommation de protéines carnées, on favorise l'introduction dans l'agriculture de ce qu'on appelle des légumineuses, qui sont agronomiquement très intéressantes et qui permettent de se substituer à la viande en termes de protéines. Aux protéines carnées. Donc il y a vraiment une relation entre la technique agricole, comment on fait de l'agronomie, comment on produit, et après ce qu'on consomme derrière. D'accord. Ce qui crée aussi de l'emploi, hein, parce que dire c'est une agriculture qui a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre. C'est une agriculture qui est beaucoup plus ce qu'on appelle intensive en emploi, puisque ce sont des systèmes qui à l'hectare demandent plus de travail. Peut-être qu'on pourrait demander à Anne de préciser certains éléments concernant justement ce nouveau type de production agricole. Comme le disait Romain, donc on veut vraiment favoriser des formes de production qui sont vraiment écologiques, plus intensives en main-d'œuvre, et donc on estime qu'on peut créer 300 000 nouveaux emplois dans l'agriculture écologique et paysanne d'ici à 2022. Ça y est, tu l'as dit, le chiffre, à nouveau, dans la bonne séquence, c'est 300 000 emplois agricoles, retenez-le. Et donc, pour ce faire, il faut finalement aussi mobiliser un certain nombre de moyens financiers pour y parvenir et opérer cette transition écologique de l'agriculture. Donc, il y a déjà une politique agricole commune qui la PAC, la fameuse PAC. 9,1 milliards d'euros par an. Donc, nous, il s'agit maintenant de réorienter ces soutiens vers les bonnes formes d'agriculture qu'on veut soutenir. Donc, financer les coûts de la transition, accompagner les agriculteurs vers un modèle plus écologique,
redistribuer mieux les soutiens agricoles pour arrêter cette course à l'agrandissement et à cette hémorragie d'emplois dans le secteur agricole. Très bien, tu dis pas on arrête les soutiens, au contraire, voilà, on s'appuie sur les soutiens, mais on les réoriente. Mais on les réoriente. D'accord. C'est en effet Romain, l'aspect du chiffrage de notre programme. La question que je me pose, c'est vers quoi on les réoriente finalement? Pourquoi faire? C'est ce que je disais, financer les coûts de la transition, vraiment accompagner les agriculteurs vers le développement de bonnes pratiques agricoles, financer les installations, et donc c'est vraiment repenser complètement cette façon dont on a eu aussi à orienter les soutiens de la PAC qui n'ont favorisé qu'une forme d'agriculture qui aujourd'hui est dans une impasse. Des aides repensées qui concernent aussi la conversion dans l'agriculture bio? Voilà, ça fait partie des solutions, en effet. Il faut aujourd'hui développer l'agriculture bio. On va regarder ce qui passait derrière nous, réserver la PAC à la transition écologique. On vous le répète, financer le coût de la transition, rémunérer les services fournis à la société par l'agriculture écologique, soutien aux revenus et à l'installation, accès de tous à une alimentation de qualité. Il y a un enjeu social aussi. C'est ça, c'est que le soutien aux revenus et à l'installation, c'est des agriculteurs, j'imagine. C'est bien ça. Tu peux préciser peut-être un peu, je sais pas, il n'y a rien de plus à en dire, c'est qu'on va aider les personnes à revenir à la terre, mais d'une manière qui soit écologiquement responsable. C'est ça. Et puis après aussi, on peut aider les filières à se structurer pour offrir une meilleure alimentation de qualité et qu'elle soit enfin accessible à un plus grand nombre. Et en particulier aux enfants, non? J'imagine que la question du bio dans les cantines, du coup, devient un débouché évident pour ce nouveau type d'agriculture. C'est ça, c'est finalement à travers la commande publique qui favorise et on revient à ça, l'agriculture bio. Et puis, voilà. Il y a Mathieu sur Facebook qui voudrait des précisions. Regardez la question qui nous est posée là-bas. Bio, les micro-fermes, la biodiversité, le sol, quelles mesures pour l'accès au foncier? Ça s'inscrit dans ce qu'on disait à l'instant. Oui, la question du foncier, elle est absolument majeure puisque... Donc le foncier, c'est la terre. Le foncier, c'est la terre, sous sa forme juridique, on va dire. Et c'est la base de l'activité agricole. Donc on a besoin de terre pour nourrir l'humanité, c'est clair. Bien sûr. Donc il y a actuellement ce qu'on appelle les SAFER, qui sont des sociétés qui gèrent la répartition du foncier. Nous, ce qu'on propose, c'est de partir des SAFER, de les refonder, d'élargir leurs compétences pour créer des établissements publics fonciers ruraux pour mieux répartir la terre, encadrer le prix des fermages et donc en priorisant l'accès pour les projets paysans et écologiques. Donc là, on a besoin de l'État pour des garde-fous, on va dire, pour limiter, par exemple, la surface par actif agricole, pour mieux répartir la terre et pour créer ce modèle plus riche en emplois et plus respectueux de l'environnement. Et là encore, on donne un rôle décisif à l'État qui va orienter finalement... Et puis les collectivités territoriales aussi qui ont besoin de pouvoir, s'ils veulent installer un agriculteur communal, avoir accès au foncier. Ça se fait beaucoup pour la transition écologique des cantines. Les mairies, les municipalités mettent à disposition des terres communales pour un agriculteur qui est donc fonctionnaire territorial. En bio, bien souvent. Bien sûr. Peut-être y a-t-il une question également humaine pour enrichir ce propos. Comment peut-on susciter de nouvelles vocations qui concernent les agriculteurs et les agricultrices? Par quel levier ça passe? Je commence et puis tu... ça passe par l'enseignement et la recherche. Il faut déjà réussir à améliorer aussi les conditions de travail dans l'agriculture et que l'enseignement agricole soit beaucoup plus renforcé. Aujourd'hui, il est délaissé. Il y a eu 8 lycées professionnels agricoles publics qui ont fermé très récemment et les moyens sont en baisse. Donc remettre des moyens dans l'enseignement agricole, le libérer des lobbies agro-industriels pour que l'agriculture donne de nouveau envie. C'est clair que pour les jeunes, si c'est se tuer à la tâche, s'empoisonner avec les pesticides et en plus être détesté par la population parce qu'on pollue, ça ne donne pas très envie d'être agriculteur. Bien sûr. Et la recherche ? Il y a une question aussi de prix. Il faut que les prix soient rémunérateurs aux agriculteurs. Donc il faut créer les conditions dans lesquelles finalement les agriculteurs peuvent vivre décemment de leur métier. Et les gens de consommer. Et les gens de consommer. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de terre. Donc finalement, avec les mesures sur le foncier, avec toutes nos mesures sur la politique de prix, de régulation des marchés agricoles, c'est finalement assurer les conditions à tous les niveaux pour que il y ait un véritable renouvellement des générations en agriculture et des créations d'emplois. Et je dirais même plus des revenus qui permettent d'acquérir, enfin de se nourrir en bio, etc.
Donc il y a aussi une politique sociale. Il y a de plus en plus de magasins locaux qui s'ouvrent près de chez nous, en circuit court. Il y en a forcément un près de chez vous, partout en France, avec du bio, des agriculteurs locaux. Est-ce que là, on est dans un bon modèle et un modèle qu'il faut multiplier pour arriver à nos objectifs? Indéniablement, ça va dans le bon sens. Ce n'est pas forcément facile au début, puisqu'on va à contre-courant quand on crée ce genre de circuit, puisque la tendance est à l'allongement des circuits, du fait notamment de l'économie du pétrole. On n'aura pas le choix de relocaliser, de raccourcir les filières, puisqu'il va falloir moins transporter pour ensuite consommer. Donc ça fait partie du cercle vertueux qu'on veut instaurer, et il faudra aller plus loin dans le soutien public à ce genre d'initiative. Oui, il y a bien l'idée qu'avec des circuits courts, finalement, quand on oblige, disons, à user de circuits courts, on évite d'aller s'approvisionner loin. Oui. Ouais. Et puis on sait ce qu'on consomme, et on peut connaître plus facilement le producteur, ce qui crée aussi du lien social entre ville et campagne. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour avoir un aménagement du territoire un peu plus vertueux également. Bien sûr. Anne et Jacques, regardez bien la question qui vous est posée, elle est pour vous. On va débuter par un élément de réponse de Anne. Vous parlez de la PAC réorientée de notre nouvelle politique agricole. Mais si éventuellement nous devons sortir de l'Europe, comment on fait? Ça veut dire que la PAC sur laquelle on se repose aujourd'hui n'existera plus. Élément de réponse, Anne. Donc en effet, on parle d'une PAC réorientée. Elle est en effet, dès la première année, une source importante pour notre programme d'investissement et de réorientation de nos soutiens. Si on sort de l'Europe, mais c'est quand même pas l'hypothèse principale, il faut savoir quand même que la France contribue au budget européen. Donc finalement, les 9,1 milliards d'euros qui fondent le montant que la France reçoit sur la politique agricole, c'est autant de moyens financiers qui peuvent rester et continuer à contribuer à la politique agricole. Oui, alors il faut préciser que la France, son rapport à l'Europe, c'est pas d'être une quémandeuse de sous pour pouvoir survivre. C'est la 5e puissance économique du monde, la 2e puissance économique européenne. Et la France n'a pas besoin des subsides de l'Europe pour vivre et pour se développer. La France est contributrice nette au budget européen et elle en est très fière et très contente. Et nous ne faisons pas partie de ceux, je l'ai vu notamment dans le programme du Front National, qui voudraient, dans leurs négociations à l'Europe, admettre éventuellement qu'ils y restent un petit peu, à condition qu'ils soient plus contributeurs nets. Comme si le principe même d'une coopération entre des pays ne devait pas être que les plus riches, et la France fait partie de ces plus riches, soient contributeurs nets au budget. Ce n'est pas la Tchéquie qui va subventionner la France, soyons raisonnables. Donc ce n'est pas ça le souci. Si d'aventure, par une catastrophe nous n'avons pas l'intention de provoquer, cette Union européenne devait éclater et qu'il ne devait plus y avoir d'Europe, la France pourrait largement se passer des quelques milliards que cela nous rapporte. Je vous le rappelle, on a été très modeste dans nos estimations. Moi, franchement, je veux dire, l'économiste que je suis, ça me fait doucement rigoler quand on dit qu'on a 173 milliards ou 180 milliards de recettes, parce que moi, j'en ai 150 milliards sous le coude, en plus de tas de trucs qu'on n'a pas pris en compte, et qui sont des vraies ressources potentiellement mobilisables, et assez rapidement. Donc, du fric, on en a, mais on ne sait plus quoi en faire. Donc on n'a pas besoin de ça. Bon. Cela dit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'en profite. Notre programme, ce n'est pas de foutre en l'air l'Union européenne, ce n'est pas de sortir de l'Europe. Nous sommes des pro-européens qui voudrions sauver et relancer la coopération et l'union des peuples européens. Et nous constatons que l'Union européenne et l'Union monétaire, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, a pris exactement le chemin inverse. C'est un chemin de la guerre entre les peuples, de la guerre entre les travailleurs, de la concurrence généralisée. Ça n'est plus du tout une union. C'est-à-dire l'union, elle est déjà morte. L'Union européenne, elle est déjà morte. Parce qu'il n'y a plus d'Union européenne. Quand vous voyez tous ces États qui sont là les uns les autres dans la gestion de la crise ou de la crise, personne ne veut payer pour les autres, personne ne veut être solidaire, tout le monde veut imposer des sacrifices inouïs à des pauvres gens qui ne sont même pas responsables de ce qui leur arrive. Là, parce que nous avons des élections qui doivent arriver en France et en Allemagne, personne ne veut restructurer la dette grecque, alors que tous les économistes du monde disent que c'est la seule chose à faire. Alors, elle est où l'Union européenne? Il n'y en a plus. Nous avons des États égoïstes, des gouvernements égoïstes qui ne s'occupent plus de l'Europe. Donc nous, notre programme, ce n'est pas de sortir de l'Union, c'est-à-dire qu'il faut sortir
des traités et de l'Union telle qu'elle fonctionne actuellement. Et si nous étions au pouvoir, c'est ce que nous dirions à nos partenaires. Et comme la France est une grande puissance et qui peut imposer ses conditions et qui peut désobéir unilatéralement, c'est-à-dire que la France, dès que nous arriverons au pouvoir, ne fera plus des choses qui sont inacceptables, même si c'est inclus dans les traités. Et donc nos partenaires seront obligés de discuter pour aller vers une autre Europe. Je pense que c'est comme ça que ça se passera, donc soyez très tranquilles sur ce sujet. Vous nous avez rassurés. Merci beaucoup, Jacques.